Un sujet qui va pas forcément être fun, mais qui est quand même important de partager avec vous. Ça s'appelle les scams crypto. Alors, les scams crypto, de quoi on parle exactement ? Voilà, cherchez la connexion. Alors, les scams crypto, on va dire globalement 3 grandes familles. Les faux projets. Alors, c'est quoi un faux projet ? Ça va être un projet qui ressemble à un vrai, ça va être super sympa. Vous allez avoir une belle présentation, ça donne vraiment envie, ça a l'air super attractif, vous mettez de l'argent dedans, et puis patatras, il y a tout qui s'effondre, et il y a eu un méchant rug, et le porteur du projet est parti avec la caisse. Alors ça, c'est quelque chose qui est globalement assez difficile à détecter parce qu'il faut se mettre dans la tête de celui qui monte le projet. Et la grande question, c'est est-ce qu'il y a eu une intention criminelle dès le départ ? Parce que s'il n'y en a pas eu, si c'est un projet qui part la fleur au fusil et finalement on se rend compte derrière, boum, patatras, ils se sont plantés, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, on est dans le risque de l'entrepreneur, de la création, et donc ça, c'est pas un scam, techniquement. Donc ça, c'est la première famille. La deuxième famille, ça va être le faux investissement. Alors l'arnaque au faux investissement, ça va être une proposition qui a l'air tout à fait sympa, mais derrière, il y a une usurpation d'identité, il y a un site internet d'investissement qui est complètement bidon, il n'y a pas de société, tout est faux, et on est quelque part sur de l'arnaque à l'ancienne. Ça va être de l'arnaque avec du contact téléphonique, avec du mail, et en général, alors je dis bien en général parce qu'il y a quand même des exceptions, en général, sur ce type d'arnaque et sur ce type d'escroquerie, vous n'avez pas de contact physique, il n'y a pas de contact en face à face. C'est extrêmement rare d'avoir des présentations, vous avez des salles, comme aujourd'hui, les gens se retrouvent, il y a quelqu'un qui vient présenter quelque chose, et en fait, non, il y a rien. Et ça, à notre niveau, dans notre société Broker Défense, c'est la très grande majorité des dossiers que l'on croise. Et ça peut être extrêmement dangereux parce que le discours est extrêmement convaincant. Je vais détailler ça par la suite. Le troisième cas de figure, ça va être ce qu'on appelle le Ponzi. Le Ponzi version MLM. Donc là, alors, petit rappel pour ceux qui connaissent ou qui ne savent pas exactement ce qu'est un Ponzi, parce qu'on a en général tous entendu parler du mot Ponzi, mais souvent on assimile le Ponzi avec le scam. Mais en fait, derrière le Ponzi, vous avez les nouveaux entrants qui vont payer la rémunération qui est versée à ceux qui sont rentrés avant. Et donc le commanditaire du projet, l'organisateur principal, lui, il prend la part du lion. Et à chaque niveau, vous avez un niveau de lieutenant différent, de système de parrainage. Un des moyens de détecter les Ponzi, c'est quand on parle plus des rendements et de la rémunération que du produit. Donc en gros, c'est un projet dans lequel il n'y a pas de produit, il n'y a que du rendement. Là c'est un signe, ça sent mauvais, ça pue le Ponzi, ce genre de choses. Alors après, comment ça marche ? Donc on va s'intéresser, parce que les ressorts psychologiques sont globalement toujours les mêmes. Ça fonctionne à peu près de la même manière. Et c'est de la psychologie avant tout. Donc je vais m'intéresser pour faire de la prévention, pour vous expliquer que pour déjouer des scams crypto, pour déjouer les arnaques, c'est par la connaissance. Quand vous savez que ça existe, quand vous savez comment ça marche, en général, vous n'allez pas tomber dedans. Alors les points principaux, ça va être, parmi tous les biais psychologiques, les personnes en face qui vont téléphoner, qui vont faire des offres, vont jouer sur toute une gamme de ressorts qui peuvent exister. Ça peut être susciter de l'amitié, susciter de la sympathie, trouver des points communs avec la personne. Alors ça, c'est facile, c'est par effet miroir. Ah, toi, t'aimes bien ça, c'est ton hobby, mais quel hasard, moi aussi, pareil. Tu viens de telle région, mais oui, moi c'est pareil, c'est la même chose. Ah dis donc, c'est fou cette histoire. Alors il y a une variante avec l'arnaque à la romance, donc l'arnaque sentimentale qui peut se greffer dessus, qui peuvent être un point d'ancrage psychologique supplémentaire pour prendre la victime en main, pour la manipuler psychologiquement, parce que l'objectif du scammer, ça va être vraiment de rentrer dans le cerveau de la victime. Et en fait, on comprend que c'est un braquage de cerveau. C'est-à-dire que là, il n'y a aucune solution technique et technologique qui va protéger vos cryptos. Parce que si vous êtes victime de ça, vous allez ouvrir le coffre le plus sécurisé du monde, vous allez prendre vos cryptos et gentiment, avec le sourire, les remettre aux scammers. Et vous serez content et fier de le faire. Voilà. Et donc ça, c'est des techniques d'ingénierie sociale
Ça fait très mal quand ça arrive et ce n'est pas des solutions de sécurisation qui vont vous protéger. Ça va être de la connaissance sur les ressorts psychologiques, très précisément. Et également, les personnes qui vont tomber plus facilement dans ces scams crypto sont des personnes qui vont être en situation de faiblesse. Alors, situation de faiblesse, ça peut être des situations de faiblesse parce que, voilà, peut-être dans votre vie, il vous arrive quelque chose et vous êtes dans une période où ça va mal, mais ça peut être une situation de faiblesse temporaire, très temporaire. Par exemple, vendredi soir, vous avez passé une semaine, c'était dur, voilà, c'est que vous êtes content, c'est le week-end, vous arrivez à la maison, vous êtes claqué, vous voyez un mail qui arrive, hop, vous cliquez, machin, poum, et ça y est, scammé, c'est fini. Parce que vous êtes claqué, vous n'avez pas fait attention. Habituellement, vous faites gaffe, mais là, après la journée de boulot, bah voilà, vous êtes fait avoir bêtement et vous êtes tombé dedans. Donc ça, c'est un facteur aggravant et il faut être conscient. C'est-à-dire que quand vous êtes en situation de fatigue, de faiblesse temporaire, c'est là où il faut éviter de faire des choses avec vos cryptos parce que potentiellement, vous risquez de les perdre bêtement. Et donc, la phase d'après, parce que je vous déroule tout le scénario. Après, je vous expliquerai un petit peu comment ça marche d'un point de vue de l'analyse. Quand on arrive vers la fin, je dis sortir de la secte. Alors, pourquoi la secte? Parce que c'est vraiment de la manipulation psychologique. Quand vous êtes pris dans un scam, vous êtes happé, vous êtes bloqué, vous êtes dedans. Les scammers ont pris le contrôle de votre cerveau. Et donc, quand vous arrivez à la fin, bah, souvent, malheureusement, la fin, elle arrive d'elle-même quand vous êtes dans le mur, quand il n'y a plus d'argent à donner. Donc, là, au moment de la sortie, c'est ce que j'appelle la dernière taxe avant fermeture. Alors la sortie, ça peut être si également vous voulez récupérer l'argent qui a été investi. Donc heureusement, il peut vous en rester un petit peu. Et donc là, on va rentrer dans une deuxième phase de scénario qui, quand on la voit de l'extérieur, a l'air totalement aberrante. Mais quand on a eu tout le déroulé du scénario préalable, bah, ça devient totalement logique, ou les personnes qui sont dedans. Et donc là, on va avoir des choses absolument aberrantes. Donc bah, il faut payer la taxe pour récupérer son argent. Alors ça peut être par exemple en scénario, ça peut être la police de la blockchain. Il faut payer la taxe à la police de la blockchain. Ça peut être vos cryptos, ils sont sur un wallet séquestre, il faut payer une caution pour le libérer. Ou alors ce que j'ai eu là il y a quelques jours, ça c'était pas mal, il faut payer une taxe pour avoir un hash prioritaire pour le faire sortir. Alors bon, vu comme ça, ça a l'air un peu bizarre, mais quand on voit tout le déroulé, quand on voit toute la manipulation et la préparation mentale qu'il y a eu avant, c'est quelque chose qui est assez fluide et malheureusement, très malheureusement, ben vous avez beaucoup de victimes qui vont être amenées à payer et à donner de l'argent à ce moment-là. Et après, une fois que la victime se rend compte qu'elle est bloquée, qu'elle est finie, voilà, elle a compris. Là, au moins, devant la réalité de la disparition de l'argent, il n'y a pas de doute, c'était un scam. Arrive la deuxième phase qui s'appelle la retape, l'arnaque à la retape. Alors l'arnaque à la retape, bah, c'est la même équipe qui revient, qui rappelle les mêmes personnes avec un nouveau scénario. Et ce nouveau scénario, c'est quoi? Bah, ça veut dire, voilà, bah, moi je suis tel service de police, je suis l'AMF, je suis n'importe quoi, je suis un cabinet d'avocats, etc. Et ils vont dire, j'ai une super nouvelle, je sais que vous avez été victime d'escroquerie, je sais que vous avez été victime d'arnaque, on l'a vu dans la blockchain, dans notre outil de hash prioritaire et dans notre outil de je sais pas quoi, mais votre argent, j'ai une bonne nouvelle, il est récupéré, vous allez nous payer et donc vous allez récupérer l'argent. Donc ça, c'est la deuxième phase, c'est la dernière phase, c'est l'arnaque à la retape. Donc là, je vous ai expliqué à peu près le scénario. Donc quand vous êtes en situation de faiblesse temporaire ou un peu moins temporaire, quand vous êtes en situation où vous avez quelqu'un que vous ne voyez pas en face à face, ou vous sentez que ça peut être un peu obscur, ça peut valoir le temps de creuser, d'aller chercher des informations et de vous dire, est-ce que je ne suis pas face à quelqu'un qui est en train de me manipuler, de sortir tous les petits ressorts psychologiques pour que je tombe dedans et que je sois vraiment enferré dans sa technique. Ou quand vous avez quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui d'un seul coup est beaucoup trop amical qu'il le devrait, ça aussi c'est un facteur, c'est un signe, c'est une lumière rouge que vous devez creuser. Il faut faire attention. Alors derrière, nous, dans notre activité, on va être amené, quand on est face à des victimes d'escroquerie, à préparer les dossiers et à les adresser. On travaille avec une quarantaine d'avocats dans une quinzaine de pays. Et on va être amené à faire des enquêtes on-chain. Et ça, je vais vous montrer ça, parce que ça vous permet de voir à quoi ressemblent exactement des circuits de flux financiers dans des cas réels de scam. Donc je vais vous montrer un premier schéma, qui est un schéma relativement simple. Alors je crois qu'il y a un laser là-dessus. Ouais. Non, si, vous voyez ça. Voilà, alors ça c'est un cas où c'est un flux unique d'une victime
Et donc, bon, alors il y a la plante évidemment, mais donc en fait, vous avez les transactions qui ont un point de sortie unique qui va être ici. Donc, il n'y a que quelques wallets qui sont appliqués, mais il n'y a pas grand-chose en soi. Donc ça, c'est un circuit relativement simple et les scammers ont sorti de l'argent sur un sexe, donc sur un courtier centralisé. Autre cas de figure, là on est sur une structure un petit peu plus compliquée, un début de structure pyramidale. Donc on voit du côté droit les wallets des victimes qui alimentent quelques comptes, il y a un compte de regroupement et ça sort, le gros va sortir ici. Autre cas de figure, on va compliquer un peu les choses maintenant. Hop, voilà, alors ça, vous voyez que c'est quand même un peu différent. Ça, c'est un Ponzi. Alors, à quoi est-ce qu'on reconnaît un Ponzi? Alors, je vous fais la légende. En violet, comme ça, vous avez les wallets centralisés là, des sexes. Donc, dans un Ponzi, vous avez les nouveaux qui arrivent, qui vont payer, somme toute, les redevances à ceux qui sont arrivés juste avant. Donc, dans un Ponzi, vous avez des wallets de stockage qui vont être utilisés pour payer les rémunérations à ceux qui sont arrivés avant. Donc, la sortie des rémunérations, on la voit ici. Hop, là, vous voyez, ça sort. Et puis là, vous ne le voyez pas parce que c'est planqué par la plante, mais il y a le gros wallet de sortie dans lequel il y a 90% de l'argent de tout le schéma qui est ici, qui est planqué par la plante. Donc voilà, c'est comme quoi, même sur une présentation, les escrocs, ils sont quand même protégés par les plantes. Alors... Et alors celle-là, bon, je suis désolé, c'est en anglais, je l'ai oublié celui-là. Donc là, on est sur un schéma pyramidal un petit peu plus compliqué et également, alors là, je vous en ai mis un autre qui, pour le coup, est quand même vachement plus compliqué que le premier, enfin que celui d'avant. Et encore, je ne l'ai pas totalement fini. Donc, à chaque fois que vous avez un petit point violet, vous avez une victime qui envoie un peu d'argent. Parce que globalement, on est sur des victimes néophytes. Donc, du coup, les escrocs leur apprennent à ouvrir des comptes chez des courtiers centralisés pour après envoyer l'argent. Et bon, au bout d'un moment, j'ai coupé l'analyse sur celui-là parce qu'on n'était pas missionné dessus. Et donc vous voyez un peu en gros à quoi ressemble une structure qui peut aller encore plus loin. Alors quand on tombe sur des choses qui commencent à être un peu plus compliquées, on change d'échelle et on change également d'outil d'analyse. Donc on va prendre des choses qui sont un petit peu plus techniques pour creuser. Alors bon, ça c'est pour vous donner une idée de genre d'outils professionnels qu'on utilise. Et également, à force de travailler là-dedans, on a eu des idées. Et parmi les idées qu'on a eues, on a commencé à développer notre propre outil. Donc le voilà. Le voilà, donc l'année dernière, en 2024, on a une bourse French Tech qui nous a permis de travailler au développement de ce système qui s'appelle EGTX. Alors c'est un petit peu planqué, pareil, par la plante, donc je suis désolé pour ceux qui sont de ce côté-là, vous ne voyez rien. Mais bon, vous pourrez demander à vos collègues là, de l'autre côté de la salle, ils pourront vous le dire. Et donc c'est un outil qui se veut un outil de prévention et pas un outil d'analyse après coup. C'est-à-dire que là-dessus, vous avez un outil d'alerte avancée, quelque part. L'idée, c'est vous mettez une adresse, vous testez un wallet. Derrière, ça tourne avec un outil d'analyse, avec un système de transcription, bon là qui pareil est planqué par la plante. Et derrière, ça donne également une visualisation et ça permet aussi de faire de l'analyse et du traçage. Bon, qu'on ne voit pas très bien. Alors nous, on a un code couleur différent. Les courtiers, les opérateurs centralisés, les sexes, là, ils sont en vert sur le schéma. Et donc, à chaque fois, vous avez la structure. Alors là, c'est pareil, c'est un vrai cas de scam. Hein, et vous avez la structure. Bon, là, du coup, c'est une structure assez aplatie. Mais c'est pour les besoins de la démonstration. Et donc ça, c'est un outil qu'on aimerait mettre en ligne le plus vite possible, évidemment. On est globalement à jour sur la feuille de route de mise en ligne. Et voilà, je suis arrivé au bout de ma première partie de présentation et je vais vous inviter à me poser des questions si vous en avez. Alors déjà, petite question, est-ce que vous avez été en contact, est-ce que vous avez été sujet à des tentatives de scam ? Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole au fond. Bonjour. Alors, là, j'ai écouté par rapport à tous les scams que vous avez expliqués. Je comprends pour la psychologie, mais pour la crypto actuellement, là, par exemple, il y a des plateformes, il y a des scammers qui lancent des crypto-monnaies directement et on ne peut pas savoir
tout à fait si c'est des scammers ou pas, parce que le Oui. projet grossit et ils ont carrément une économie derrière, ils ont carrément un site web, ils ont des développeurs, tout est donné. Donc là, comment les remarquer, comment les détecter, parce qu'ils ont de l'argent. Oui. J'ai pas de nom à citer comme ça, mais par exemple, je sais plus comment s'appelle le gros projet qui a fait un tabac, mais elle a quand même volé des milliards d'euros. Donc comment détecter ce genre de scam? Oui, alors je pense que vous faites référence à OneCoin. Donc comment détecter ce genre de scam? C'est compliqué, effectivement. Donc il faut essayer de détecter l'intention criminelle qu'il peut y avoir derrière. Donc il faut essayer de chercher des indices. C'est-à-dire que monter un scam, c'est une opération économique avec des coûts et avec une rentabilité attendue. Donc quand un scam ne se projette pas dans la durée, quand un projet ne construit pas quelque chose qui est durable, c'est l'indice en fait. C'est-à-dire que si les porteurs du projet savent que dans 3 mois ou dans 6 mois ils partent avec la caisse, ils ne vont pas prendre le soin de construire une infrastructure qui va être durable pendant 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, comme pourrait le faire un vrai projet. C'est-à-dire qu'un vrai projet, il va avoir une roadmap, il va se projeter à 5 ans, à 10 ans, il va faire des investissements, il va monter quelque chose de qualité dans son infrastructure. Donc on peut avoir déjà des signes avant-coureurs et de se dire, oula, ce projet-là, ils partent la fleur au fusil, mais en fait quand on regarde leur truc, quand on regarde un petit peu la structure, ce qu'ils ont prévu, ça a l'air assez léger. Alors ça peut être léger pour 2 choses. Soit ils sont totalement inconscients de la difficulté, mais ils sont de bonne foi, ou alors soit ils sont pas du tout de bonne foi, ils font juste un petit peu semblant, juste assez pour faire croire pour faire illusion, et puis après ils vont partir avec la caisse. Et donc là, c'est clair que c'est difficile. C'est vraiment difficile. Et quand on est au jour où on voit que ça s'est effondré, première question à se poser, c'est est-ce que les porteurs du projet se sont enrichis dans l'opération? Ou est-ce qu'ils ont coulé avec le bateau? Donc ça, c'est un des indices également. Mais cet indice, il arrive après coup. Mais si par exemple vous avez investi dans quelque chose, vous voyez le truc, il s'est planté, vous avez une perte, vous avez perdu de l'argent, la première question à se poser, c'est ok, mais les porteurs de projet, qu'est-ce qui leur arrive déjà? Est-ce qu'ils sont partis aux Maldives en train de se faire 2 années sabbatiques? Ou est-ce qu'il ne se passe pas grand-chose? Oui, moi je viens du web, je connais mal la crypto. Par contre, dans le web, on a une technique très simple pour reconnaître un fraudeur. Son site web, ses mentions légales, où toutes les informations légales doivent être inscrites, l'adresse, le numéro de l'entreprise, etc. Donc il y a des moyens de vérifier. Mais surtout, même aux États-Unis, même les sites web américains, etc., ils ont des obligations. Donc les mentions légales sont importantes. C'est déjà un premier niveau, mais même en vérifiant ça, aujourd'hui, il y a une nouvelle menace, je ne sais pas si vous en avez parlé, c'est l'intelligence artificielle qui permet de dupliquer des sites web beaucoup plus facilement qu'avant sur des modèles existants et donc de donner une impression de faux encore plus réelle. Et donc là, je pense que vous avez déjà vu le cas ou peut-être vous allez l'avoir et là, les possibilités de distinguer le faux du vrai sont un peu plus difficiles. Oui, alors effectivement, vous avez tout à fait raison. Ça se complique énormément avec les apports de l'intelligence artificielle. Alors ces techniques, effectivement, de vérifier les mentions légales et de vérifier les structures, ce sont des choses qu'on utilise effectivement au quotidien. Il y a deux points faibles dans ce type d'analyse. Le premier, ça va être les usurpations d'identité, où en fait ce sont des personnes qui vont se faire passer pour quelqu'un d'autre en donnant les références d'un vrai site. Donc vous allez sur le vrai site, vous vérifiez, tout est vrai, il y a une vraie société, il y a des vraies personnes dedans, oui ok, parfait, nickel. Mais sauf que la personne qui a envoyé le contrat par mail n'a rien à voir avec la personne qui a le site. Et donc là vous vous faites avoir. Alors un moyen de le déjouer facilement, c'est d'appeler la société, de faire un contre-appel, de faire un mail, pas sur le mail qui a envoyé le contrat, mais de faire un mail sur l'adresse mail qui est présente sur le site. Donc là, en général, ça permet facilement de le déjouer. Mais manipulation psychologique faisant que, en général, les victimes le font jamais. Ça, c'est un petit réflexe facile à avoir. Et le deuxième point, ça va être également la création de sociétés écrans, de coquilles vides, qui permet d'avoir des mentions légales relativement propre, mais sauf que derrière, c'est une société dans laquelle ils ont mis quelques euros et qui derrière, bien sûr, elle existe légalement, mais il y a un homme de paille ou il y a un vol d'identité pour créer la société. L'usurpation d'identité, ça fait des ravages, surtout avec l'intelligence artificielle. Et du coup, ça, c'est le deuxième point faible. D'autant plus que maintenant, vous avez aussi des réseaux d'escroquerie qui n'hésitent pas à capitaliser cette société bidon.
C'est-à-dire qu'ils vont créer la société, et ben ils vont mettre 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, 50 000 euros, c'est pas grave, parce que de toute façon, ils savent que derrière, ils vont récupérer 500 000 ou 1 million. Voilà, donc même ça, le fait d'avoir une société réellement capitalisée, il peut y avoir quand même des points faibles. Et donc sur la crypto, bah, c'est l'équivalent, quoi. C'est une arnaque reste une arnaque, des techniques d'arnaque restent des techniques d'arnaque, que ce soit du Web 2 ou Web 3, ça fonctionne pareil. Merci pour votre présentation. Une fois qu'une personne s'est fait hacker, qu'est-ce que vous leur conseillerez de faire? Enfin, voilà, on ne va pas porter plainte au commissariat du coin. Est-ce qu'il y a des démarches à faire, même si on peut tracer on-chain, parce que la majorité des scammers sortent via des sexes. Et voilà, mais si le mec n'est pas dans une législation de notre pays, alors, les gens sont un peu bloqués, quoi. Ouais, alors il faut bien distinguer le hack du scam. Parce qu'en général, sur les réseaux de scam, on a des comportements très différents du hack. C'est-à-dire, sur le scam, on va avoir très souvent des sorties sur des sexes et des sorties qui sont relativement rapides avec un niveau de technicité assez faible. Sur des hacks, en général, on a des niveaux techniques beaucoup plus évolués avec des choses beaucoup plus complexes en fait derrière. Bon, le premier réflexe, ça va être déjà de se sécuriser. De limiter la portée du hack et les dommages qui peuvent être faits. Et ça va être de faire un relevé des preuves et de tous les éléments qu'on a disponibles. Ensuite, ça va être un dépôt de plainte. Donc, dépôt de plainte, le mieux, c'est par courrier auprès du procureur de la République de sa région. Parce que ça sert de justificatif, parce que ça permet de prendre date, parce que ça permet déjà de se signaler. Donc, à minima, c'est le travail de base à faire. Après, pour aller plus loin, ça dépend comment ça s'est passé, ce qu'il y a eu, est-ce que ça vaut le coup d'aller essayer d'investiguer, et quand on va investiguer, quand on va regarder ce qui s'est passé on-chain, après la question c'est de se poser, bon, vu ce qu'on voit on-chain, est-ce que ça vaut le coup d'aller plus loin? Repensez à mon tout premier schéma. Quand on tombe sur mon tout premier schéma et quand on voit en fait 2 wallets intermédiaires et une sortie directe, voilà, on peut se dire bon, le gars derrière il n'a pas trop cherché à se cacher, donc ça vaut le coup de tenter d'aller plus loin. Quand on tombe sur un des schémas dans lequel on va avoir plus de 200 wallets interconnectés ou 2000 ou 3000 ou 20 000, je crois que notre record on est tombé sur un schéma à 40 000, bon là on va se dire ok, j'ai fait mon dépôt de plainte mais je vais peut-être aller m'arrêter là parce que engager des frais pour aller plus loin c'est pas forcément raisonnable vu la sophistication qu'il y a eu derrière. Donc si vous avez des questions... Oui, une question. C'est bien, moi j'avais peur de ne pas avoir de questions après ma présentation et du coup vous êtes top ce soir à poser des questions. J'adore les questions. Bonjour, merci pour la présentation. Je voulais savoir si pour vous les mêmes coins c'est des scams. Les mêmes coins. Le fait de lancer un token et de vendre sur sa communauté comme ça. Alors, ça dépend. Tout dépend de l'intention. Le mot-clé, c'est l'intention criminelle. Si le but du meme coin, c'est d'aller piquer de la trésorerie à sa commu, ouais, là, c'est du scam. Ça, clairement. Par contre, si le but du meme coin, c'est d'avoir, on va dire, une image de marque, un flambeau, quelque chose d'emblématique autour duquel tout le monde de la communauté peut s'identifier et de se dire, ouais, moi, j'ai le même comme du truc et je suis comme les autres, on l'a tous. Là, du coup, on n'est pas vraiment on n'est pas dans le scam, quoi. Par contre, si c'est un truc genre faire spéculer tout le monde pour aller pumper le machin et aller ruguer toute la commu, ouais, là, clairement, c'est du spam. Alors, j'ai une petite précision par rapport à qu'on avait parlé au coin. Là, c'est par rapport à SmartDex, une entreprise suisse qui, par exemple, est listée par Swissborg, qui est au salon. Donc, ils ont été listés, ils ont dit qu'ils avaient fait un partenariat ensemble. SmartDex, qui est donc suisse, a créé ce qu'on appelle l'USDN, Neutral Delta. Là, je suis en train de regarder avec monsieur sur le site. Ils ont tout ce qu'ils ont, c'est parfait. Ils sont listés, white paper, roadmap, presque tout. Et actuellement, comment savoir si c'est un scam ou pas? Parce que là, on est en train de tout regarder et c'est vraiment très 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 bizarre et je n'arrive pas à confirmer à 100% si c'est la future pépite de demain ou si c'est quelque chose qui va me faire perdre énormément d'argent. Je vais faire une réponse qui ne va pas du tout vous plaire, c'est que on peut pas. On peut pas, c'est-à-dire que ça a l'air tout à fait bien et en fait, le seul moyen de savoir, c'est d'aller dans le cerveau de ceux qui ont porté le projet. Donc l'idée c'est de continuer à creuser, de chercher des traces. Est-ce que c'est des traces qui vont être à charge ou à décharge pour confirmer ou invalider l'idée que ça peut être bien ou que ça ne peut pas être bien. Mais cela dit, faites-vous confiance. Alors, si y a un projet que vous sentez pas, y allez pas.
S'il y a un projet qui vous fait kiffer, vous dites ouais, ça me plaît bien, mais il y a quand même 2-3 trucs, bah, vous pouvez y aller, mais il y a les IMOLO. Ah, en fait, je comprends votre réponse, mais c'est comme le Bitcoin. En fait, moi, je suis attiré par l'argent facile, on va dire, mais j'ai pas envie de faire de FOMO, passer à côté d'un investissement. Et ceux qui sont en train de créer, quand je lis leur white paper et le roadmap, c'est vraiment intéressant. Mais ce qui me met la puce à l'oreille, qui m'alerte, c'est qu'ils donnent un rendement beaucoup trop élevé. Mais je peux aussi passer à côté d'une pépite, et c'est ça qui est vraiment gênant. Mais je comprends votre réponse, c'est pas facile, ok. Bah oui, c'est pas possible. Merci. Bon, bah en tout cas, je vous remercie tous de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Et surtout, ne vous faites pas scammer.